Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 16 novembre 2024 et on vient de vivre une semaine qui était pas terrible en fait. Quand on regarde les couleurs, pas terrible. Quand on regarde un peu à l'intérieur du marché, ça allait l'un dans l'autre, mais on sent quand même que l'état de grâce que Donald Trump nous a injecté il y a quelques semaines est en train de se calmer gentiment. Donc calmer gentiment parce qu'on se pose beaucoup de questions, on se rend compte qu'il va être pas mal inflationniste. Donc grosse réflexion, grosse interrogation et beaucoup de gens qui ont parlé, beaucoup de situations qui pourraient potentiellement se pointer. Donc oui, l'effet de grâce a l'air de se dégonfler. Alors en Europe, on n'a jamais vraiment profité de cet effet de grâce, mais on voit que pour l'instant, ça se calme un petit peu. On se rend compte que le gouvernement Trump ne sera pas simple à gérer, ça va être très compliqué, il y aura beaucoup de monde. Il faudra surveiller ces gens-là, il y a des gens pas faciles, on reviendra tout à l'heure sur le cas de RFK. Les tarifs douaniers vont monter, c'est sûr, ça commence à faire peur à tout le monde, surtout aux Européens, surtout à la concurrence que ça pourrait créer, parce que les autres pays ne vont pas rester sans rien faire, et donc ça c'est aussi une crainte qui pèse sur le marché, un doute. Et puis on a également eu cette semaine le CPI et le PPI américain qui montrent quand même des intentions de vouloir un petit peu repartir à la hausse. Donc d'un côté vous avez un président qui est inflationniste, qui va dépenser beaucoup d'argent et qui va rebooster l'économie. Vous avez un CPI et un PPI qui repart à la hausse, d'accord, de façon homéopathique, mais quand même, on se pose des questions. A priori, on devrait quand même avoir une baisse des taux en décembre, mais on doute. D'ailleurs, la Fed ne s'est pas gênée pour le préciser, pour l'expliquer. Et M. Powell a fait peur à tout le monde en disant qu'il n'y avait pas d'urgence de baisser les taux. C'est un peu la phrase de la semaine. Et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, du coup, on se pose pas mal de questions. Le doute nous assaille, la prise de conscience, comme quoi Trump est inflationniste et que Powell a la trouille, eh bien, ça nous fout quand même un tout petit peu dans le doute. Et puis, on se demande si finalement ça va continuer de manière aussi évidente. Pour l'instant, on va être un peu dans le brouillard ces prochains temps parce que peu de chiffres économiques, mais on se pose des questions. Donc en fait, le maître mot de tout ce qui se passe en ce moment, c'est on se pose des questions et on se demande si par hasard on n'est pas allé un tout petit peu trop vite en besogne. Mais par contre, alors, il y a les cryptos qui continuent pour le moment. On a vu même encore le Bitcoin ce matin qui continue de grimper. Après, il y a aussi eu de très très belles performances individuelles au niveau des actions, hein, parce que si on regarde en dehors des indices, on voit quand même qu'il y a deux trois choses qui se sont bien passées et peut-être qu'on est en train de rentrer dans une phase où il va peut-être falloir réfléchir plutôt que d'acheter juste des indices bêtement entre guillemets. Donc à noter les performances, c'est pas qu'en Suisse bien sûr. Shopify plus 24,5%, attente dépassée, perspective euphorique. Après on a Siemens Energy plus 18,9%, prévision fabuleuse pour les 3 prochaines années. Ça devient de plus en plus populaire de faire des prévisions sur le très 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 long terme alors qu'on ne sait même pas de quoi demain sera fait. Spotify plus 14,39%, 252 millions d'abonnés et la meilleure rentabilité de leur histoire. Walt Disney reprend 16% sur la semaine. Alors Mickey Mouse va relever ses prévisions pour 2025 et est très optimiste pour la suite, les 3 prochaines années aussi. Continental plus 12% avec des chiffres moins pires et une réduction des coûts. Alstom plus 12,52% avec attentes qui ont été largement dépassées et les perspectives confirmées. Et on brûle moins de cash. Et puis pour être complètement honnête, il y avait aussi Bayer et AbbVie qui eux se sont fait massacrer. AbbVie parce qu'ils ont échoué sur 2 médicaments en phase de test sur la psychiatrie et Bayer ont des problèmes avec l'Amérique du Sud et ils sont très prudents pour l'an prochain. Bilan moins 15 pour Pfizer et moins 17 pour AbbVie. Et puis, sale semaine pour les fabricants de vaccins avec l'arrivée de RFK au département de la santé. Ça n'a pas plu du tout. Alors on sait tous que RFK est soit un héros qui va faire le ménage, soit un vilain complotiste qui va tous nous faire mourir à la fin. Mais dans le doute, les sociétés comme Bavarian Nordic, Sanofi, Valneva, Sartorius, Stedim Biotech, Pfizer ou Moderna ont payé cher la nomination du dernier Kennedy qui n'a pas encore été abattu par la CIA. Oui, non, je plaisante, c'est juste un peu d'humour, j'étais obligé de le faire. Par contre, on n'oubliera pas non plus que l'Europe s'est un peu rassurée puisque la BCE dit que l'économie reste solide et donc on peut baisser les taux en décembre, ce qui est remis en doute du côté US. Bon d'accord, le fait que l'économie reste solide reste de la science-fiction, mais si ça leur fait plaisir, on va les laisser rêver. Pour ne parler que de chiffres, l'inflation en Allemagne est repartie à la hausse en octobre, après avoir atteint son plus bas niveau depuis février 2021, le mois dernier. Le CPI germanique s'affiche dorénavant à 2% sur un an, soit 0,4 points de plus qu'en septembre. C'est proche de l'euphorie. Et si vous voulez encore
de l'euphorie, le PIB européen a augmenté de 0,4% au troisième trimestre après une hausse de 0,2% au deuxième trimestre. En gros, sur l'année, le PIB s'arrête de 0,9%. Vous sentez comme le vent de folie arrive? C'est incroyable. C'est incroyable comme on se satisfait de peu en ce moment. On est même content quand le CPI repart à la hausse. Parlons maintenant des performances de la semaine. Si l'on regarde les performances du monde entier, alors vous voyez que c'est rouge partout, il n'y a que le Bitcoin qui prend 19% sur la semaine, mais tout le reste c'est la catastrophe. Et j'aimerais citer surtout au milieu de ce tableau la performance catastrophique du Philadelphia Semiconductor Index qui termine en baisse de 8,64%. Souvenez-vous, je me tue à vous répéter depuis des mois et des mois que le SOX est un indicateur avancé, que si lui commence à partir à la casse, ça va être compliqué et vous verrez sur le graphique tout à l'heure qu'il est en train de partir à la case. Il y a de quoi se faire du souci. La Suisse termine encore une fois en baisse de 1,5%. Et même si sur certains indices européens c'est moins moche que ce qui s'est passé sur certains indices américains, eh bien, c'est pas non plus l'euphorie, puisque vous avez quand même le DAX et le CAC qui finissent en baisse sur la semaine, donc il n'y a pas trop de quoi la ramener. Et le pétrole qui continue de baisser, moins 4,77% sur la semaine, ainsi que l'or. Tout le monde prend les profits parce qu'on ne sait plus trop quoi en faire et on ne sait plus trop quoi penser au sujet de l'or. L'argumentaire est en train de partir un peu en vrille. Et puis on signalera encore les performances des indices asiatiques. Alors le Nikkei qui suit un peu le mouvement aux États-Unis, et puis le Hang Seng qui perd 6,28% et Shanghai moins 3,52% parce que le stimulus c'est pas assez, c'est surtout pas assez pour les consommateurs et ça énerve un peu tout le monde. Du côté de la Suisse, eh bien, comme vous le voyez, il y a beaucoup de couleurs rouges. On citera quand même Richemont qui parvient à rebondir dans cet environnement un peu compliqué pour le luxe. La Zurich après les résultats de la semaine dernière qui vont très bien. Et Swiss Re qui prend 3,38% sur la semaine. On va y revenir dans quelques instants. Geberit qui a été upgradé par Goldman Sachs qui reprend 0,9% sur la semaine. Mais le reste, eh bien, c'est pas terrible. Vous voyez que Lonza s'est fait démonter pour une raison de downgrade. Roche est en train de casser des supports qu'on ne devrait pas casser. Donc méfiance quand même. Nestlé est au plus bas depuis même avant le Covid. Enfin, c'est pas terrible, que le marché suisse est vraiment à la peine. Et on va le voir très clairement sur les graphiques. D'ailleurs, on le voit tout de suite. On commence par le SMI qui se passe toujours de commentaires. Alors vous voyez, il n'y a pas besoin d'être une star en analyse technique pour se rendre compte que la tendance haussière du SMI dans laquelle nous sommes depuis un bon moment ici a complètement pété. On a cassé la moyenne mobile des 200 jours ici. On a la 50 qui va bientôt aller croiser la 200 pour nous faire un dead cross sur le SMI, c'est une quasi-certitude. Pour l'instant, on a une tendance baissière qui est en train de se dessiner. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire never catch a falling knife. C'est difficile à dire où c'est que ça va s'arrêter, mais en tout cas, c'est pas beau, parce que là, techniquement, c'est cassé. On va peut-être aller chercher les supports à 11 400, mais pour l'instant, non seulement les grands noms de la finance suisse n'arrivent pas à faire remonter l'indice, et sans eux, on se demande bien comment on va retrouver un peu la lumière à tous les étages sur le marché suisse. C'est pas mieux en France, même si pour l'instant, on essaie de tenir le fond du trou, là, mais ça reste très très compliqué. Fin de semaine en zigzag, moi j'aime pas beaucoup quand on hésite comme ça et qu'on sait pas trop où on veut aller, le graphe ne ressemble plus à rien. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on finit à des niveaux quand même très très faibles, même si on a réussi à se retourner durant la semaine, avec quelques petits espoirs sur le luxe, mais ça reste quand même très compliqué sur le marché français qui a une sale gueule pour le moment, un peu à l'image de la Suisse, un peu différent, mais similaire. Le DAX qui ne lâche pas, qui ne veut pas lâcher. Alors là aussi, bon, on a eu des bons chiffres sur Siemens Energy qui a un peu sauvé le DAX cette semaine, mais lui, il ne lâche pas. On tient toujours notre moyenne mobile des 50 jours. C'est incroyable quand on voit l'état du pays, quand on voit tout ce qui se passe au niveau économique. Alors cette semaine, oui, on était content parce que tout d'un coup, le CPI repart à la hausse, l'économie va mieux. Je crois qu'il faut juste pas non plus pousser mémé dans les orties, ni vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais pour l'instant, on sent quand même que c'est compliqué, mais l'Allemagne tient vachement bien le coup. Aux États-Unis, je crois que le graphique se passe de commentaires. Vous voyez le S&P 500 qui a clairement fait un 180 degrés. Le doute nous assaille avec une fin de semaine très très mauvaise sur les États-Unis. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même 2-3 boîtes qui ont fait des belles choses, mais on sent que on se pose des questions pour des raisons de tarifs douaniers, pour des raisons d'éventuelle inflation, pour le fait que la Banque centrale américaine se pose des questions, est-ce qu'il y a urgence de baisser les taux tout de suite, sachant que Trump va générer de l'inflation et autant garder quelques cartouches potentielles. Bref, on sent que le marché est tendu et se pose quand même pas mal de questions. Ce qu'on va surveiller sur le S&P 500, c'est clairement la moyenne mobile des 50 jours qui doit absolument tenir.
Vous voyez que l'ancienne résistance qui était là devrait faire office de support, mais il faudra vraiment surveiller la chose ces prochains temps, parce que sinon, la photo là aussi, elle risque de changer en termes de tendance. Le Nasdaq, c'est pire. Alors, c'est pire parce qu'il y a des trous partout. Hein, donc, vous voyez des gaps dans tous les sens sur le Nasdaq. Des gaps pour l'élection, des gaps pour la Fed. Enfin, bref, vous voyez qu'on laisse des trous un peu partout. Techniquement, le Nasdaq peut là aussi aller chercher la moyenne mobile des 50 jours. Mais ils ont laissé un trou derrière. Enfin, bref, ça va dans tous les sens. Il n'y a pas de prisonniers. Hein. Dès que les gens ils ont peur, ils dégagent. Il faut dire qu'on voit quand même que la tech est relativement faible. Et j'en reviens donc au graphique dont je vous parlais tout à l'heure. Le SOX, le Semiconductor Index. Alors, vous voyez, si vous souvenez du S&P ou du Nasdaq, avant, on avait une forme de tendance haussière. Aujourd'hui, on n'a plus de tendance haussière sur le SOX. Ça, c'est la première chose qu'il faudra retenir. Aujourd'hui, on est en train de buter sur les 5400 depuis un bon moment. Et là, on a tout relâché. Alors, vous voyez que généralement, la moyenne mobile faisait effet de sorte de support. On l'a cassé une fois, on est repassé en dessus. Mais là, on l'a cassé. Derrière, on casse la 200. Techniquement, on devrait aller rechercher les bas de tout ça. C'est pas très très beau. Vous voyez quand même que si on prend le graphique, on tire une droite sur le graphique en passant de ce point bas ici à celui-là, bah vous voyez qu'on a cassé ce qui restait de tendance haussière sur le SOX. Donc je vous le dis, indicateur avancé, attention, warning, ça peut être en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et puis ça tombe bien parce que la semaine prochaine, l'événement de la semaine, le 20 novembre, sera bien sûr Nvidia. Alors Nvidia qui pour l'instant est au plus haut de tous les temps, donc là il n'y a rien à dire de ce côté-là, on est plutôt serein. Mais par contre, alors vous voyez quand même là aussi un retournement à l'image de tout le reste du marché. On a un support qu'on doit tenir au niveau des 140 $ sur Nvidia, ce serait pas mal. Et les chiffres sont capables de nous montrer à peu près tout ce qu'on veut. Alors ce qui est un tout petit peu inquiétant, vous voyez aussi qu'on a cette tendance haussière qu'on avait mis en place, qu'on arrive à tenir en fin de semaine, qui est plutôt rassurant. Mais quand on regarde un peu les attentes du marché en ce moment sur Nvidia, tout le monde se dit peut-être que ce trimestre, Nvidia pourrait venir en disant tout va bien, on est les meilleurs, mais par contre, attention à ce qui pourrait se passer ces prochains temps, parce qu'on a peut-être un trimestre ou deux qui pourrait être en ralentissement, parce que notre puce Blackwell n'est pas encore dehors. Et ça, je suis pas sûr que ça serait hyper bien pris dans l'immédiat par le marché, parce que les gens ont tendance à vouloir se dire bon bah on dégage maintenant et on reviendra plus tard quand les choses seront un peu plus claires. Et ça pourrait être le coup de grâce clairement sur l'indice des semi-conducteurs, sur toute la technologie en général, et potentiellement mettre un gros coup de frein au marché à très court terme. Donc méfiance, hein, la semaine qui vient ne sera pas très chargée en chiffres économiques, mais par contre il faudra faire très attention avec ce que Nvidia est capable de nous sortir le 20 novembre, après la clôture bien sûr. Le pétrole, là aussi, vous voyez qu'on revient sur les bas du range pour l'instant. Bon, on revient pas, c'est toujours les mêmes histoires sur le pétrole. Oui, mais si la croissance repart, on aura plus de pétrole. Oui, mais Trump, il va beaucoup forer, il va mettre beaucoup de pétrole sur le marché, donc on peut quand même casser. Là aussi, hein, surveillez attentivement les 66. Allez, on va dire les 65 $, si on casse les 65 $ sur le WTI, attention, sortez les parachutes potentiellement sur le baril. Ajustement de position sur l'or, le safe haven du marché est en train de craquer à très court terme. Alors, est-ce que c'est une opportunité d'achat ou pas? Alors, bien malin qui pourra le dire. Mais vous voyez que ce wedge qu'on avait cassé à l'époque à la hausse, eh bien on revient exactement sur cette tendance. Donc là aussi, j'aurais tendance à dire que ceux qui croient à fond sur l'or et qu'on n'en pas, c'est peut-être le moment d'essayer de se repositionner. Mais attention, parce que si ça accélère, on a vite fait de se retrouver 100 $ plus bas sur le métal jaune. Et puis alors le roi du monde, le Bitcoin, 91 370 à l'instant où je vous parle. Le graphique se passe de commentaires. On a vraiment l'impression que les 100 000 nous attirent. Est-ce qu'on va y aller avant la fin du mois de novembre? Tout est possible en fonction des déclarations des uns et des autres. En tout cas, il y a de nouveau beaucoup d'intérêt sur la crypto. Et comme je le disais la semaine dernière, à noter quand même que tout le monde, quand je dis tout le monde, j'exagère bien sûr, mais tout le monde est en train d'ouvrir un compte chez Coinbase pour faire du trading. Et pour avoir rencontré pas mal de monde et de clients potentiels cette semaine, j'ai envie de vous dire que ce qui intéresse vraiment les gens pour l'instant, c'est la crypto. La crypto et peut-être un peu la crypto. En ce qui concerne nos vedettes de la semaine, on commence encore une fois avec Swiss Re. Oui, Swiss Re, oui, encore eux, a vu sa recommandation augmenter d'un coup de buy, de sell plutôt à buy par l'UBS, qui a aussi relevé du même coup l'objectif à 136 contre 106 auparavant. Tout le monde aime Swiss Re depuis une semaine et généralement, quand la plus grande banque de Suisse passe de sell à buy, c'est un signal.
Bon, en même temps, je ne sais pas depuis combien de temps ils sont sur selle, mais le titre a pris 26% depuis le mois d'août, donc peut-être un peu en retard. Et puis jeudi, Swiss Re a finalement publié ses chiffres, enregistré une baisse du bénéfice qui est passé de 1,02 milliard à 102 millions de dollars, mais on le savait, on savait déjà. Le groupe s'attend donc à que le bénéfice net pour l'ensemble de l'année dépasse quand même les 3 milliards. Tout avait déjà été dit et discuté depuis une semaine avant la publication et la surprise était donc plutôt inexistante. Du point de vue technique, eh bien, vous voyez, l'upgrade de l'UBS a fait son office, le titre explose en fin de semaine, on termine au plus haut, je ne sais pas si on est au plus haut, oui, on est au plus haut de tous les temps sur Swiss Re. Eh bien, si au moins il y avait 80% de Swiss Re dans le SMI, on peut dire que le SMI irait beaucoup mieux. Pour ce qui est du graphique, je pense que dans la tendance dans laquelle nous sommes, on a été cassé les plus hauts, on est au-dessus de ce niveau-là, donc on est en train d'entamer une nouvelle ère inconnue pour Swiss Re. Tant qu'on ne revient pas en dessous des 120 francs suisses, eh bien, c'est tout feu au vert pour la société de réassurance helvétique. Du côté de chez Addex Pharmaceutica, le laboratoire genevois est retombé dans les chiffres rouges cette semaine, sur le troisième trimestre. Alors, dans le sillage d'un gain inédit sur le dernier trimestre précédent, la vente pour 14 millions de francs, d'une part non négligeable des activités de Neurostérix, permet à la société Plan-les-Wattiennes de se maintenir à flot sur les 3 premiers partiels cumulés. J'en parle vraiment seulement parce que moi aussi je suis né à Plan-les-Watt, mais le graphique ne ressemble à rien et franchement je crois encore que je préfère acheter du Dogecoin. Alors le graphique, on le voit chez Addex, ça ne ressemble à rien, donc grosso modo ça va dans tous les sens, c'est volatile, mais il faut surtout pas oublier que le prix de clôture de ce vendredi c'est 0,059, que la moyenne mobile passe par les 0,07. Au moins, il y a ça qui est rigolo. Mais franchement, la société a l'air quand même en grande difficulté financière et graphiquement, ça ressemble juste à rien. Et ça ne vaut même pas la peine de le regarder, mais je vous le montre quand même. Toujours à Genève, l'EM a vu ses ventes diminuer au premier semestre. Le groupe ne s'attend d'ailleurs à aucune reprise au second semestre et a lancé un grand programme d'économie. Et le titre s'est fait défoncer. Alors, je vous parlais de Never Catch a Falling Knife sur le marché suisse. Et quand vous voyez le graphique de l'EM, je ne vais pas tirer des traits là-dessus parce que ça ne veut juste rien dire, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que les moyennes mobiles sont clairement écartées et montrent clairement que ça n'a pas fini de descendre. On est vraiment dans une tendance baissière. C'est moche, c'est très très moche. Il y a beaucoup trop de rouge sur ce graphique et franchement, on se demande à quel moment il y aura une inversion de tendance. Mais là, franchement, ça ne ressemble plus à rien. Vous voyez que le graphique est absolument immonde. Je crois que le seul graphique qui ressemble à ça aujourd'hui dans le marché en Suisse, c'est Nestlé qui a un peu la même tronche, ce qui n'est pas forcément rassurant. Mais vous voyez qu'on vient refaire des bas, même des bas du Covid en gros. Donc on peut se poser des questions. C'est vraiment moche ce qui est en train de se passer sur l'EM en termes de performance. Mais quand vous voyez surtout que la société vous annonce qu'il n'y a aucun espoir de voir une quelconque amélioration dans les 12 prochains mois, forcément, ça donne ce genre de résultat. Alcon a affiché une hausse de 6% des ventes au troisième trimestre à 2,43 milliards de dollars, un revenu net également en hausse d'ailleurs. La société de produits ophtalmologiques a tout de même revu à la baisse ses perspectives de chiffre d'affaires net et de bénéfices par action pour l'ensemble de l'année 2024. Ils s'attendent désormais à un chiffre d'affaires entre 9,8 et 9,9 milliards et un bénéfice par action dilué compris entre 3 et 3,05 dollars par action. Le titre terminait la semaine en hausse, enfin l'annonce en hausse de 0,10%. Mais étonnamment, les heures qui ont précédé la publication des chiffres du trimestre la veille, le titre s'est fait déglinguer de près de 6%. Alors visiblement, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, nous sommes tous égaux en bourse, mais il y en a toujours qui sont bien plus égaux que les autres. Là aussi, le graphique se passe de commentaires. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient mieux informés que les autres, mais en tous les cas, le sell-off était spectaculaire. Alors aujourd'hui, on constate avec ce genre de graphique d'abord que les mauvaises nouvelles sont absolument pas pardonnées. La moindre chose un peu négative entraîne des vagues de sell-off assez spectaculaires. Vous voyez le changement immédiat de direction de la moyenne mobile des 50 jours et la 200 qui est en train de suivre. Vous voyez qu'on n'a même pas réussi à aller combler le gap qui est situé autour des 82 francs suisses. Il y a un gros trou. Donc il y a une espèce de retour de manivelle avec les bonnes publications qui avaient eu lieu ce printemps. Retour à la case départ. Et franchement, c'est pas hyper rassurant. La seule chose que l'on peut trouver qui peut peut-être nous mettre un peu de baume au cœur, peut-être,
c'est que ben non, on a cassé la tendance fondamentale de Alcon à la hausse qui était en place depuis 2023. Donc c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas bon, et visiblement, il y en a qui étaient un peu mieux au courant que vous et moi, semble-t-il. Et puis Sandoz a obtenu l'autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne pour le Afqlir, son biosimilaire qui est d'Eylea, c'est indiqué pour les traitements de diverses maladies de la rétine. Et le biosimilaire en question devrait être lancé au 4e trimestre 2025. Et l'action finissait en hausse de 1% pour fêter ça. Là aussi, c'est super excitant, plein d'euphorie. Mais au moins, ce qu'il faut retenir, c'est que l'action termine quand même au plus haut de tous les temps, sur un graphique qui a peu d'historique, soit, mais en tout cas, la tendance est bien affirmée. Et puis, on n'est pas loin, effectivement, des plus hauts historiques. Donc voilà, c'est un joli graphique pour l'instant. C'est assez pépère, mais attention, la moindre alerte, on l'a vu, ça peut coûter très cher, même si pour l'instant, les déclarations de Sandoz qui ont été faites cette semaine nous confirment dans cette tendance. Cette semaine, on a également appris que les États-Unis s'intéressent aux clients russes qu'UBS a acquis dans le cadre de l'acquisition du Crédit Suisse. L'OFAC, qui est l'agence américaine qui s'occupe de l'application des sanctions, aurait écrit à l'UBS pour obtenir des informations. Donc si jamais ils n'arrivent pas à trouver une solution, la banque, bien sûr, s'expose à des conséquences potentielles si le problème n'est pas résolu. Voilà, donc des menaces, de nouveau, un grand classique. Les Américains ne vont jamais nous lâcher tant que les comptes au Delaware ne sont pas tous ouverts et tous remplis avec l'argent qui avait été déposé en Suisse à l'époque. Vous voyez que le graphique ne montre pas grand-chose de cette histoire. Pour l'instant, on consolide autour des 28 francs. On a toujours un gap qui est ouvert. J'ai presque envie de dire que ce serait sympa d'aller le boucher, comme ça après on peut repartir à la hausse tranquillement. Mais voilà, l'UBS a profité des élections parce que déréglementation du côté du secteur financier. Et maintenant, ils ont la pression des Américains qui veulent encore gratter un peu de pognon s'ils peuvent gratter un peu de pognon. Voilà, comme je vous le disais un peu plus tôt, la semaine à venir, il y aura très peu de chiffres économiques. C'est la fin de la saison des résultats et donc on aura les chiffres de Nvidia le 20 novembre qui marquera donc le point d'orgue d'une saison qui était de nouveau plutôt pas mal. Comme d'habitude, 80% des sociétés ont battu les attentes, donc c'était plutôt bien. Mais effectivement, Nvidia a le moyen de mettre fin à cette saison de résultats de manière spectaculaire ou de manière spectaculaire. On connaît leur capacité de communication lorsqu'ils viennent publier leurs résultats, mais attention, Nvidia, c'est très cher, les attentes sont très hautes, et on ne sait jamais ce qui pourrait se passer ces prochains temps. Donc voilà, on arrive quand même dans une zone un petit peu de doute, de méfiance, et les banquiers centraux ne sont pas super à l'aise avec l'arrivée de M. Trump, surtout le sien, banquier central américain. On se demande ce qui va se passer ces prochains temps. On devrait avoir encore une baisse des taux, mais on est moins confiant qu'avant, en tout cas aux États-Unis. Les Européens le sont beaucoup plus parce que l'économie européenne elle cartonne, ça on est tranquille. Bref, on a une semaine qui a quand même montré qu'il y avait un peu de faiblesse. Et puis j'insiste beaucoup, peut-être un peu trop, mais méfiez-vous de ce SOX là. Moi j'aime pas ce qu'ils sont en train de faire. Et ça veut aussi dire que tout le côté cyclique des semi-conducteurs est en train de reprendre pouvoir. Et on ne sait jamais comment ça peut se terminer, mais si tout d'un coup on a un ralentissement, ne serait-ce que cyclique de 3-6 mois, les attentes sont tellement élevées dans le secteur qu'on pourrait se retrouver dans une situation un tout petit peu compliquée. Voilà. En ce qui me concerne, c'est tout pour cette semaine, c'est tout pour ce week-end. Moi, je vous encourage à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, si le cœur vous en dit. Et puis, pour le reste, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Bien sûr, on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Passez un très bon week-end, profitez de la relative fraîcheur ambiante à ce moment. Et puis, nous, on se voit lundi. Allez, bye bye!